Pour moi, N8N, c'est l'outil que tu dois savoir utiliser en 2025. C'est l'outil du futur. Il va te permettre de gagner énormément en productivité, en efficacité, mais aussi à créer beaucoup plus de valeur. Pour moi, que tu sois entrepreneur, tu dois savoir utiliser N8N. Si tu es un jeune et tu veux lancer un business, N8N est une des meilleures méthodes pour créer le maximum de valeur pour tes clients. Si tu es un employé ou toute autre personne, je pense aussi que tu dois savoir utiliser cet outil pour gagner en efficacité au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que c'est qu'N8N et aussi comment l'utiliser. Je te montrerai en pratique comment j'utilise N8N au quotidien et reste bien jusqu'à la fin car je te montrerai aussi comment utiliser un agent IA que tu vas pouvoir créer sur N8N. Je vais te montrer comment je l'ai créé et qui va te permettre de créer du contenu à l'infini. C'est le style d'agent qui peut se vendre des milliers d'euros à tes clients. Pour commencer donc, qu'est-ce que c'est qu'N8N? Si vous travaillez aujourd'hui dans le digital, vous connaissez sûrement Zapier, Make ou d'autres outils d'automatisation qui sont juste des concurrents directs à N8N. Mais aujourd'hui, donc, je vais te présenter un outil qui, pour moi, a été un choc et qui est donc N8N. N8N, pour l'information, ça vient de N8N, donc de Nathan en anglais. Quand je l'ai découvert, j'ai eu la même réaction qu'avec ChatGPT en 2022. Attends, ça existe vraiment? Ça change complètement ma façon de travailler. N8N, ce n'est pas juste un gadget. C'est une nouvelle manière de penser et de structurer le travail, que vous soyez indépendant, dirigeant de PME ou même responsable d'une grande entreprise. Et comme je disais, c'est aussi une excellente opportunité si tu veux lancer un business, car énormément de besoins de métier vont être résolus avec cet outil. Qu'est-ce que c'est que donc N8N? N8N, c'est ce qu'on appelle un orchestrateur d'automatisation open source. On va donc décomposer chaque mot. Un orchestrateur, c'est en fait un peu comme un chef d'orchestre qui va en fait pouvoir gérer toutes tes automatisations et tous tes agents IA. En fait, sur N8N, tu vas pouvoir créer toutes tes automatisations, les gérer en direct, mais aussi intégrer de l'IA à l'intérieur. Le côté automatisation, tu as compris, c'est donc en fait une suite d'actions que tu vas pouvoir mettre en place qui va partir d'un trigger, donc d'un déclencheur, et ensuite il y a plein d'actions qui vont se mettre en place automatiquement sans que tu aies rien à faire. Et open source, c'est aussi un mot qui est en vogue actuellement. Ça veut dire en fait que le code est public. C'est-à-dire on peut se servir de N8N sans payer le logiciel et donc on sait exactement comment ça fonctionne derrière. C'est aussi super intéressant car on va pouvoir l'héberger sur nos propres serveurs, mais ça on y viendra par la suite. Concrètement, c'est une plateforme où tu vas pouvoir connecter entre eux tes outils, que ce soit un CRM, donc Customer Relationship Management, c'est en fait juste un outil où tu vas pouvoir mettre à l'intérieur tous tes clients et les différentes étapes dans lesquelles ils sont, ton email, ton Slack, qui est un outil de gestion, ton Google Drive, tes API externes ou encore de l'IA. Pour faire simple, une API, parce que je vais beaucoup utiliser ce mot durant cette vidéo, une API, imagine-toi au restaurant. Toi, tu es donc client et tu veux donc demander, faire une requête au chef en cuisine pour avoir un plat. Entre toi et le chef, en fait, ben, c'est pas direct. Il va y avoir un serveur entre vous deux. En fait, la clé API, c'est exactement pareil. Moi, je vais être sur N8N, je vais faire une demande à ChatGPT pour qu'il me donne de l'information, qu'il me rédige quelque chose, peu importe. Et en fait, la clé API, c'est ce qui va faire la transition entre moi, donc il va faire la requête à ChatGPT, le chef cuistot, et ensuite me ramener la réponse, donc le plat avec le chef cuistot. C'est pour ça donc c'est important de comprendre tous ces termes, car c'est des termes qu'on va retrouver en permanence sur l'automatisation. Pour automatiser du coup tout ça, tu vas utiliser, comme tu disais, N8N, ce qui va te permettre aussi de créer des processus qui vont s'exécuter tout seuls sans que tu n'aies rien à faire. Pour faire un point aussi par rapport à Zapier ou Make, qui sont aussi d'autres outils, des fois tu peux voir des vidéos à travers tout ça, pour moi il n'y a pas photo. Tu dois savoir utiliser N8N, Zapier et Make, pour moi c'est à des longueurs, N8N a des longueurs d'avance par rapport à ces outils. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus puissant, il va te permettre de gérer des scénarios qui vont être beaucoup plus complexes, que ce soit des conditions, des boucles, des branches parallèles, des exécutions en masse. Il va aussi te permettre d'être beaucoup plus flexible, car il ne va pas se limiter à des connecteurs prédéfinis. Vous allez pouvoir en fait créer vos propres intégrations avec n'importe quelle API, ce qui est aussi super impuissant, puisqu'avec souvent des API au Make, ils ont plein d'applications avec qui ils sont partenaires, où vous allez donc pouvoir faire des automes, mais dès que vous sortez du scope, ben là malheureusement, vous allez souvent être limité. Avec N8N, vous allez pouvoir en fait être présent sur tous vos outils. Si moi demain je crée mon outil et j'ai envie de mettre une clé API, je peux l'utiliser sur N8N. Et pour finir, c'est aussi open source et auto-hébergeable, ce qui veut dire en fait que vous allez pouvoir l'installer sur vos propres serveurs. Garder vos données chez vous et ne plus dépendre d'un abonnement fermé. Ça, c'est quelque chose qui est très pertinent, puisque sur le côté abonnement, c'est-à-dire que vous allez être illimité en termes d'exécution et de nombre d'automatisations qui vont être actives, mais aussi toutes vos données vont donc rester en local. Nous, on a beaucoup de clients des fois qui veulent que leurs données restent localement en France ou dans leur entreprise, et avec N8N, c'est possible car on peut faire des automatisations qui suivent ce sens-là. Pourquoi c'est donc un game changer pour moi en 2025? Nous sommes donc dans une époque où l'automatisation n'est plus un choix, c'est une nécessité.
tu dois gagner du temps et te concentrer uniquement là où tu as de la valeur. Et souvent, les automatisations, ça te permet de déléguer à l'IA toutes ces parties où tu as en fait très peu de valeur. La concurrence, elle est aussi plus rapide. Les marges sont plus serrées et vos équipes n'ont plus le temps de répéter des tâches manuelles sans valeur ajoutée. C'est pour ça que NU10 est donc un game changer car il permet de créer des workflows très complexes que déjà Zapier ou Make ne peuvent pas gérer. Il permet aussi de gérer des agents IA autonomes qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous. Par exemple, analyser vos emails, faire de la veille, de la concurrence par exemple, rédiger des synthèses et les pousser automatiquement dans Notion, etc. Et pour finir, vous allez pouvoir aussi connecter absolument n'importe quelle API, ce qui va le rendre universel et aussi pérenne dans le temps. Je voulais aussi donc vous montrer rapidement des cas d'usage pour que ce soit aussi concret de en fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur NU10. Donc sur NU10, vous allez notamment pouvoir automatiser vos process business, que ce soit par exemple générer et envoyer des factures automatiquement. Là, c'est que des exemples qu'on a pu avoir nous avec des clients. Donc ça, voilà, ça peut vous faire gagner un temps assez considérable. Aussi de centraliser vos prospects. Donc dès qu'un formulaire est rempli, par exemple, que ce soit sur votre site web ou peu importe, la donnée va aller dans votre CRM et un email va être envoyé et un suivi Slack va être déclenché. Ça peut être aussi une relance pour les clients automatiquement après une échéance avec un message personnalisé pour chaque client en fonction de toutes les interactions que vous avez pu avoir avec lui. Vous allez pouvoir aussi créer des agents IA autonomes, par exemple un agent qui va lire vos emails entrants, qui va extraire les informations importantes et les classer dans une base Notion ou Airtable, qui sont aussi deux outils de gestion voilà, qu'on peut utiliser au quotidien pour un peu gérer son entreprise. Ou encore, vous pourrez créer un agent qui fait de la veille sur des mots-clés précis, qui peut aussi résumer les articles qui sortent par rapport à ces mots-clés et vous envoyer une synthèse chaque lundi matin pour savoir tout ce qui s'est fait. Par exemple, moi en IA, j'ai des agents qui me font des veilles tous les jours et qui me disent en fait quels sont tous les nouveaux outils qui sont sortis, qu'est-ce qu'on peut tester, est-ce qu'il y en a un qui est pertinent pour un client parce que il a aussi accès à toute ma base client et il sait exactement tout ce qu'on a mis en place chez les clients, ce qui permet en fait d'avoir toujours ces tours de passe-passe qui sont vraiment pertinents et qui permet concrètement de gagner un temps qui est quand même assez fou et d'être surtout beaucoup plus performant parce que maintenant en face des clients, je peux leur proposer des nouveaux outils qu'on a testés et qui ont une vraie valeur business pour eux. Et pour finir, il y a aussi les intégrations sur mesure. Vous allez pouvoir connecter un outil métier spécifique de votre entreprise. Par exemple, avec NU10, vous allez pouvoir interagir directement avec vos API, ce qui vont vous permettre, si vous avez des outils, des ERP qui vous sont propres, vous allez pouvoir en fait travailler avec eux pour du coup faire des automes dessus aussi. Et pour finir, vous allez pouvoir aussi mélanger IA, API ainsi que base de données pour notamment créer de véritables micro-applications internes sans écrire une seule ligne de code complexe. Vous l'avez compris, hein. NU10, c'est du no-code. Je ne vais jamais vous demander de coder, à part sur certains points. Mais là, ce sera ChatGPT qui va nous aider. Je vous montrerai peut-être un peu pourquoi et comment il va nous aider. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même énormément de cas d'usage. Donc là, c'est vraiment une liste qui est très loin d'être exhaustive. C'est même pas 0,0001% de ce qu'on peut faire, mais c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Quels sont donc concrètement les points forts de N8N? Premièrement, vous l'avez compris, le côté open source, vous n'êtes pas prisonnier d'une plateforme qui est fermée, où vous comprenez même pas comment elle fonctionne et du jour au lendemain, ils peuvent tout vous couper. En fait, vous allez pouvoir l'héberger, le personnaliser et garder la maîtrise complète de vos données. C'est aussi quelque chose qui est évolutif, donc il va fonctionner aussi bien pour un freelance seul que pour une PME, une ETI, voire une grande entreprise. Il y a aussi des grandes entreprises qui sont sur N8N. Et vous allez pouvoir commencer petit et vous allez pouvoir scaler au fur et à mesure sur vos workflows sans forcément changer d'outil parce que voilà, la profondeur de N8N est juste énorme. Un autre point qui est important, vous l'avez compris, c'est que c'est ultra flexible, que ce soit les conditions, les boucles, les variables, les scripts, les multibranches. Vous allez en fait pouvoir créer des logiques qui vont ressembler presque à du code, mais sans coder. Et ça, c'est vraiment pertinent. Et pour finir, un gros point fort aussi de N8N, qui a énormément de sens pour nous aussi, c'est qu'il y a une communauté et une workplace qui est juste immense, une marketplace pardon, qui est juste immense. Il y a de nombreux connecteurs qui sont déjà existants, vous allez avoir des workflows en fait qui sont déjà existants, que vous allez pouvoir télécharger et mettre vous-même demain dans votre entreprise en place, ou même si vous avez des clients, les mettre en place chez vos clients en 2-3 clics. Il y a aussi une communauté qui est super active, c'est aussi super intéressant parce que si vous avez des problématiques, etc., il y a plein de documentation, donc il y a plein de choses à aller chercher. Et il y a aussi des extensions qui apparaissent tous les jours. Voilà, N8N, c'est quand même un logiciel qui marche super bien en ce moment. Donc en permanence, ils sont en train d'innover. Et ça aussi, quand on utilise ce type d'outils, c'est aussi quelque chose qu'on recherche assez régulièrement. Donc voilà, vous avez compris un peu maintenant la partie théorique d'N8N, comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on pouvait y faire à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer de manière pratique comment ça fonctionne, comment on peut faire nos premières automatisations et comment vous allez pouvoir aussi créer potentiellement vos premiers agents IA. Pour commencer, donc, je voulais juste vous remontrer la partie entre l'open source et donc en local et le SaaS. Donc ça veut dire Software as a Service. En fait, vous allez utiliser un logiciel qui va vous permettre de faire des choses comme si en fait on vous faisait des services. Et donc, c'est notamment vous montrer la différence entre hébergeant local et utiliser du coup le SaaS N8N. Nous, dans la plupart des cas, on a plusieurs N8N qu'on a en fait hébergés sur
plein de différents serveurs. Donc on a des serveurs qui sont locaux, donc ça notamment on peut être des fois sur voilà, des grosses suites, hein, du Google, AWS, etc. Et on va en fait utiliser ce qu'on appelle des machines virtuelles pour faire tourner nos serveurs, ce qui va nous permettre en fait d'héberger n8n en local. Là, vous le voyez pas, mais en fait, en haut, dans l'adresse URL, c'est https://n8n.stratia.fr. En fait, c'est sur notre nom de domaine qu'on a hébergé n8n. Donc demain, vous pouvez essayer de l'utiliser. Vous pourrez pas parce qu'en fait, on a quand même des emails et des identifiants de connexion derrière. Mais par contre, c'est hébergé en local, ce qui nous permet, on va le voir ensuite, mais d'éviter toute la partie tarifaire de n8n. Et en plus, toutes nos données sont stockées en local sur nos serveurs. On sait exactement ce qu'il y a sur nos serveurs et à quel point c'est privé sur notre partie serveur. L'autre possibilité, donc dans la majorité des cas, c'est par là que vous allez commencer, parce que par contre, le côté hébergeant local, ça demande quand même une certaine expertise technique, donc c'est pas donné à tout le monde. Vous allez commencer donc sur n8n.io, donc je vous invite à aller le taper directement sur Google, hein, c'est très simple, vous tapez n8n.io, vous tapez sur le premier, et ici, donc, comme vous voyez, vous allez pouvoir donc aller sur ce type de plateforme. Donc ici, il va y avoir plein de différentes choses que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, vous voyez, tout d'abord, vous allez pouvoir vous identifier sur n8n. Donc, je vous invite à aller juste ici, Get Started for Free. Donc, vous allez, il me semble, avoir peut-être 7 ou 12 jours, 10 jours gratuits. Donc, je vous invite à mettre pause maintenant peut-être sur la vidéo, à vous créer votre compte. Comme ça, vous pourrez continuer par la suite et le faire vous aussi en direct. Ça peut être aussi intéressant. Et ça peut aussi avoir pas mal de sens de suivre ce que je vais faire en direct, comme ça vous commencez à prendre en main l'outil. Et donc sur la partie pricing, là c'est ce que je vous disais, du coup là il y a une partie qui va être payante, c'est pas très cher par rapport au temps que ça vous faire gagner, parce que voilà, là sur le plan, on est sur le plan annuel ou le plan mensuel, vous voyez c'est toujours pareil, hein, il y a des prix différents et c'est avantageux si on prend le plan annuel. Mais voilà, sur le plan starter, on va être à 20 € par mois, on va pouvoir avoir 5 automatisations en parallèle qui tournent, on va avoir 2500 exécutions par mois, ça veut dire que si j'ai une exécution, par exemple, c'est dès que j'ai un email, il y a quelque chose qui se lance, je vais pouvoir le faire ça 2500 fois. 2500 fois, mais par exemple, si j'ai 2 automatisations, c'est pour les 2 2500, c'est pas chacun, ils ont 2500, sinon ça serait un peu trop simple. Et le plan pro, là, vous allez en fait aller plus loin pour faire simple, en fait, vous allez aller plus loin dans le nombre d'exécutions que vous allez pouvoir faire, mais aussi le nombre d'automatisations en parallèle qui vont pouvoir être actives. Donc voilà, ça c'est pour un peu la partie payante. Donc là, au début, vous pouvez peut-être commencer de manière gratuite ou alors commencer, si vous n'avez pas confiance, à prendre en mensuel. Vous payez 24 € par mois et vous allez voir déjà que vous allez avoir une valeur folle qui va être délivrée durant ce mois-ci, et sûrement ensuite vous passerez sur le plan annuel parce que quand même ça reste un peu plus avantageux. Donc voilà un petit peu sur la partie un peu hébergement et comment ça fonctionne un peu avec n8n. Donc voilà, après voilà sur l'interface, une interface qui est assez simple, hein. Là par contre, le fait que vous soyez en local ou que vous soyez sur le SaaS, c'est exactement pareil. Donc vous allez voir une petite overview générale de tout ce que vous avez au sein de votre n8n. Vous voyez ici, c'est le nombre d'exécutions d'automatisation qui sont faites durant les 7 derniers jours. Donc je suis à 253 automatisations qui ont donc tourné. J'ai 0 automatisation qui ont buggé, donc là c'est si vous avez des bugs, vous allez les voir apparaître ici, ce qui vous permettra de vous rendre compte que vous avez des problèmes, et donc vous pourrez ensuite aller voir où sont les problèmes pour les régler. Ici donc très simple, c'est juste le taux d'échec que vous avez, donc ils prennent ce chiffre, ils le divisent par celui-là et ils le multiplient par 100, pardon. Ici, vous avez aussi le temps que vous avez sauvé, mais ça, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place, mais je pense pas que ça va être pertinent parce que ça dépend tellement de plein de facteurs qu'ils peuvent pas savoir. Et ici, pour finir, c'est en moyenne combien de temps prend une automatisation. Ça pas forcément, personnellement, j'en suis jamais servi, mais en tout cas, vous avez l'information. Ici ensuite, vous avez 3 différentes colonnes en réalité que vous pouvez aller chercher. Le premier, c'est le workflow, c'est en fait toutes les automatisations et les agents IA que vous allez pouvoir aller chercher ici. Ensuite, les credentials, ça c'est très simple, c'est en fait tout simplement quand vous allez faire des automes, vous allez devoir connecter des outils, par exemple Gmail, par exemple votre Drive Google, Slack, Notion, une API pour vos paiements, peu importe. Et en fait, c'est ici que vous allez pouvoir aller connecter tous vos comptes. Donc du coup, vous avez à chaque fois accès à tous vos comptes. Sur la partie compte, je mets un petit warning, en fait, ce qui a d'un peu, on va dire, compliqué avec n8n et qui je pense qu'il va être modifié par la suite, ça me paraît évident, c'est qu'on peut pas les modifier les noms. Par exemple, ici, moi, le Gmail Account 2, je sais à qui il est, du coup, c'est simple parce que je me suis fait en fait une petite base Notion, et ce que je vous invite à faire, à vous créer une page, que ce soit sur Doc, que ce soit sur Notion, peu importe, et vous mettez en fait à chaque fois, par exemple, le Gmail Account 2, à quoi il correspond. C'est le mail à qui. Parce que sinon, vous pouvez vite vous retrouver perdu et un peu dans le flou par rapport en fait à quel compte est associé à qui. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important et que je vous invite aussi à modifier. Et pour finir, du coup, la dernière partie, c'est les exécutions. Là, c'est toutes les exécutions que vous avez pu effectuer durant toutes les précédentes journées, etc. Vous allez pouvoir les voir. Ici, vous voyez que vous avez un problème ici. Surtout, toujours réflexe, on va dans les exécutions et on voit
ou le statut a été un échec. Comme ça, on peut aller le régler et ensuite, comme ça, on peut le voir. À chaque fois, vous allez pouvoir cliquer sur les workflows et vous allez voir en fait en rouge quelque part où ça a bugué. Il va vous expliquer un peu qu'est-ce qui a bugué. Et si là vous comprenez pas, moi je vous conseille quelque chose, c'est d'aller sur Claude parce que Claude sur n c'est le plus pertinent. Vous faites une capture d'écran du workflow, vous l'envoyez à Claude et vous dire en fait c'est quoi le problème et comment je peux le régler. Et là souvent il va vous aider, il va vous accompagner à trouver la problématique et à résoudre. Même moi, des fois ça m'arrive d'utiliser des modèles comme ça pour aller trouver des problèmes, des solutions à des problèmes que je n'ai pas trouvé. Donc ça va être vraiment pertinent d'utiliser Claude plutôt que ChatGPT, je trouve ça sur cette partie-là. Ok, donc vous avez compris rapidement cette partie-là. Et juste pour finir un peu à gauche, donc sur la partie à gauche, c'est pas forcément très intéressant. Il y a ici où ça peut être pertinent. Comme je vous l'ai dit, il y a une grosse bibliothèque de templates d'automatisation que vous allez pouvoir utiliser. Et ici, vous allez notamment pouvoir les trouver. Par exemple, si je veux des automes en sales, il me suffit de cliquer sur sales. Et ici, vous voyez, on va me proposer des, euh, des automes. Par exemple, ici, générer des leads avec Google Maps, ça peut être vraiment pertinent. Donc là, je peux le cliquer, je peux voir le workflow et ensuite l'utiliser et voir. Voilà, vous voyez ici, le workflow est plutôt bien expliqué. Donc là, ça peut paraître très complexe, c'est normal parce que vous savez pas comment ça fonctionne. Je vais vous montrer, mais ça, c'est pas quelque chose qui est très, très complexe. Vous pouvez l'utiliser, vous-même le mettre en place, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Ça, c'est à vous de voir. Ok, donc on a fini, je pense, sur la partie l'overview de la page. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est assez simple, c'est pas très complexe. Maintenant, on va donc pouvoir partir sur la partie créer sa première automatisation. Donc, au début, moi, je voulais d'abord vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans sa globalité et quel est un peu le procédé que vous devez mettre en place dans votre tête quand vous allez mettre en place une automne. Déjà, moi, toujours, je commence par comprendre en fait qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'une automne, je vais pas faire une automne pour faire une automne. Il faut que c'est un sens business, il faut que c'est un sens tout court, il faut que ça me fasse gagner du temps. Et donc, je sais déjà en fait, c'est quoi tout le cheminement que je vais mettre en place. Par exemple, on pourrait dire, dès que je reçois un email, j'aimerais qu'il y ait une réponse automatique qui soit faite. Ça peut être ça. Donc ça, on peut le mettre en place. On pourra le faire après en exemple. Mais en tout cas, il faut toujours réfléchir à tout le workflow que vous voulez. Si vous savez que, et je vous dis un exemple, je reçois un email. Dès que je reçois un email, je veux qu'il y ait un modèle qui me dise si oui ou non cet email a besoin de réponse. S'il a besoin d'une réponse, je vais rédiger un brouillon. Si je vois qu'il n'a pas besoin d'une réponse, je vais le classifier automatiquement. Si je le classifie, ensuite je le mets dans Notion et je le classifie et je me dis ça c'est un email que tu as reçu de telle personne et je le mets par exemple avec le client. C'est un exemple. Donc en fait, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir avant. Tout ça, vous l'avez compris, ça part toujours d'un trigger. Le trigger, ça va être en fait l'élément déclencheur au début. C'est de là que va partir toute l'automatisation. Par exemple, ça peut être tous les jours à 18h, j'ai une veille qui va se faire de tous mes concurrents et ça va m'envoyer un mail. Le déclencheur, c'est donc la 18h par exemple. Pareil, ça peut être dès que je reçois un email, dès qu'il y a un nouveau client qui a ajouté sur mon CRM, dès qu'il y a, là, il y a vraiment toutes les possibilités possibles. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer ici sur le plus. Donc l'interface, vous voyez, je ne vous l'ai pas dit, mais l'interface, quand vous voulez créer une automne, elle est aussi assez simple. Vous allez avoir en fait un peu les mêmes choses. Donc le côté exécution, le côté évaluation aussi. Bon, ça c'est un truc qui est un peu plus poussé, ça sert à rien pour l'instant. Vous allez ici pouvoir changer le nom. Donc là, par exemple, on va mettre test. Si vous avez changé le nom, là, je vous invite vraiment ça à le faire en premier parce que souvent on va se retrouver perdu et avec des workflows, vous savez pas à quoi ils servent, pour qui ils sont, etc. Ici, en fait, c'est juste un énorme tableau que je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Et c'est de là en fait que je vais pouvoir créer mes automes. En fait, c'est comme du drag and drop. Je vais pouvoir drag and drop des choses et mon action, je vais la créer comme ça. Je vais vous montrer aussi les 3-4 points qui sont essentiels à comprendre pour créer vos premières automes juste après. Ici donc, par exemple, en trigger, il va falloir mettre une première chose. Ça pourrait donc par exemple le faire manuellement. À chaque fois, je viens sur mon automatisation, je lance le trigger et ça se lance. Ça peut être aussi par rapport à une certaine heure, comme je vous ai dit, par rapport à un événement qui se passe sur une app. Ça peut être aussi dès que quelqu'un soumet un form, etc., etc. Ici, nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va mettre Gmail. Vous voyez ici, à chaque fois, je vais vous montrer, il y a énormément d'applications. Donc là, à chaque fois, vous allez pouvoir les tester. Si votre application, celle à laquelle, en tout cas, vous voulez faire partir l'autome, ou même ensuite, dans les actions, vous voulez mettre un automne, est-ce qu'elle existe, oui ou non? En fait, il faut même des Facebook, etc. Il y a énormément de choses. Ici, moi, donc, je veux commencer par Gmail. Je veux qu'à chaque fois que je reçois un email, il y ait quelque chose qui se mette en place. Ici, je vais donc mettre on message receive. Et là, vous voyez, donc, mon trigger est bien en place. Ici, donc, dans les credentials, vous allez pouvoir aussi connecter votre compte. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On pourra aussi faire une vidéo qui sera spécifique sur ça. Mais là, il y a aussi pas mal de documentation sur YouTube que je vous invite à aller checker. Mais en gros, moi, j'ai deux comptes qui sont actuellement connectés. Vous voyez, je sais que le premier compte est le mien, le deuxième est celui de mon associé, ce qui me permet d'avoir une vision par rapport à ça. Mais sinon, c'est quand même assez problématique.
Et ce que je pourrais faire aussi, c'est donc en créer un nouveau. Et donc là, il y a tout un procédé à faire où vous êtes sur la version SaaS, donc vous n'êtes pas hébergé en local et c'est quand même plus simple. Si vous êtes sur votre compte Google, il vous suffit d'appuyer sur vous connectez à votre compte, vous mettez votre mot de passe et automatiquement Gmail se connecte à n Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi passer par l'Authenticator 2 qui vous permet là de le faire différemment. Mais là, c'est un peu plus complexe. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo. N'hésitez pas à me le dire spécifiquement sur cette partie-là. Je peux vous faire une vidéo de 5 minutes qui vous explique juste comment vous connecter. C'est pas très complexe non plus. Ok, donc là, on va donc nous quitter ça parce qu'on va pas créer un nouveau credential. Je vais rester moi sur mon credential à moi. Donc c'est un, un, un mail Google enfin mon Gmail à moi, pardon. Et ici, à chaque fois, je vais donc mon poll time, là, toujours vous laisser every minute. À chaque fois, je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être trop complexe. Je vais juste vous montrer les points qu'il faut laisser et ce qu'il faut un peu changer. Ici, donc l'event, on va laisser le message a été reçu. Et ici, en fait, c'est pour simplifier ou pas le mail. Ici, vous voyez, si le mail, je le simplifie, je vais avoir plein de différentes visions par rapport à ça. Ici, vous voyez, donc à chaque fois que je vais utiliser un UTN, je vais avoir des variables. Vous voyez, tout ça, c'est des variables. Ici, si demain le mail est différent, l'identifiant, ça restera pareil. Tout ce qui va être en blanc va rester en blanc. Par contre, à droite, ça va être différent. L'identifiant d'email va être différent, va changer. Et en fait, c'est grâce à ces identifiants, à toutes ces variables, qu'on va pouvoir les mettre dans des automes et leur dire qu'à chaque fois, par exemple, si tu envoies un email à une personne à X, si j'ai reçu un email de Paul, ça va envoyer le mail à Paul. Si j'ai reçu un email de Mathieu, ça va envoyer l'email à Mathieu. Ce qui nous permet en fait dans les variables de structurer beaucoup mieux l'information et du coup ensuite de pouvoir le rendre duplicable. C'est la variable en fait qui reste toujours fixe. Par contre à l'intérieur, la variable elle fait que changer. Ici, je voulais montrer donc le cas où c'est simplifié. Par contre, dans le cas où c'est pas simplifié, vous allez voir à quel point c'est plus complexe. Mais des fois, on va pouvoir aussi aller chercher d'autres types d'informations. Donc nous, on va laisser simplifier pour l'instant pour le garder simple. Mais des fois, ça m'arrive de modifier ça pour le mettre en non simplifié. Ce que j'aime bien faire moi à chaque fois, là c'est un peu un type perso, c'est de le remettre un Gmail derrière. Et là, en fait, je me mets les deux. Je me crée à la fois le simplifié et le non simplifié. Parce que des fois, peut-être que juste après, je vais pas en avoir besoin. Mais peut-être que dans 6 ou 7 nœuds, donc 7 nœuds, ça veut dire 6 ou 7 nouvelles actions que je vais mettre en place, là, j'en aurai besoin. Donc là, ce que vous allez mettre à chaque fois, c'est get a message. Et là, vous voyez, je vais arriver sur la même page. À chaque fois, c'est un peu pareil. L'opération, il y a plein d'opérations qui sont possibles à faire avec Gmail. Vous allez pouvoir envoyer un mail, etc. Nous, ici, on va juste vouloir get, ça veut dire obtenir, avoir en fait le transcript. Et ici, donc, juste ce que je vais matcher, c'est que je vais reprendre l'identifiant de mon trigger. Là, vous voyez, juste je drag, je drop. Et ici, je peux exécuter le step. Donc là, vous voyez une problématique, encore une fois, qui est passée, je sais exactement c'est quoi. C'est qu'en fait, ici, le Gmail, c'est plus le même compte. Moi, j'avais mis le compte numéro 1 et là, j'ai mis le compte numéro 2. Voilà, ici, vous voyez, j'ai bien mon compte en simplifié. Donc, disons que les deux sont simplifiés. Donc, lui, je vais le désimplifier. Comme ça, j'ai toutes les informations. Par exemple, je sais que sur du simplifié, vous n'allez pas avoir l'heure à laquelle vous avez reçu l'email. Ça peut être intéressant. Typiquement, si moi, là, dans mon automatisation, j'aimerais que dès que j'ai reçu mon email, je le mette dans un Notion, donc en gros un tableau, et sur le tableau, je rajoute une ligne. À chaque fois, je mets à l'heure à laquelle je l'ai reçu, par qui, c'est quoi un peu le sujet, et si oui ou non, il y a besoin d'une réponse. Je mettrai un agent, par exemple. Donc là, ça va être intéressant de mettre en non simplifié. Ensuite, il y a deux, deux conditions que vous allez souvent retrouver et qui sont vraiment, vraiment importantes. Première, il y a le if. Le if, c'est bête, mais en fait, le if, c'est juste est-ce que oui ou non. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que s'il y a ça qui est ça, on fait ça. S'il y a ça, on fait ça. Ici, par exemple, on pourrait dire si la catégorie dans laquelle est l'email, c'est dans inbox, on fait ça. Sinon, on part vers le bas. Et en fait, ça vous permet de différencier. On verra ensuite dans des cas d'usage que je vous montrerai ensuite de comment moi concrètement, j'ai des clients, on l'a mis en place. Vous allez comprendre beaucoup mieux à quoi ça sert, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc, if une variable égale à ça, on fait ça. Sinon, on fait ça. Et dans le if, il y a plein de différentes possibilités. Il n'y a pas que du equal. Ça peut être aussi si la variable existe, on fait ça. Si elle est vide, on fait ça. Mais donc là, en fait, ça vous comprenez, vous allez avoir en fait un champ des possibles qui est juste énorme. Moi, dans la plupart des cas, ce que je vais mettre, c'est est-ce que le label contient quelque chose. Parce que des fois, par exemple, si à chaque fois que j'ai un email dans le sujet, donc on va le faire, hein, on va le faire de manière concrète, on va aller là, ici, je vais donc fermer le get message non simplifié, je vais reprendre le simplifié, et donc là, je vais mettre dans le sujet, à chaque fois que dans le sujet, il y a par exemple invitation,
je vais faire quelque chose. Vous savez, invitation, par exemple, que je peux recevoir par Google. Donc là, au moins, si je mets equal to, ça va pas être bon parce que souvent dans les sujets, il y a rarement invitation. Il y a souvent invitation, deux points, xxxx. Là, au moins, avec invitation, avec contenir invitation, je sais que dès que ce sera une invitation, j'irai vers le haut. Donc ça, vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est très pertinent et c'est pour ça que les if ont souvent une vraie valeur ajoutée et donc je vous invite vraiment à les utiliser. Ensuite, un autre point qui est aussi important, c'est le switch. Le switch là, ça va être un peu dans la même logique que le if, mais en fait, ça va vous permettre de regrouper plein de if ensemble. Je m'explique. Par exemple, je veux, on va dire que je reçois 3 types de mails en permanence. Je reçois le mail avec le sujet qui s'appelle X, un mail avec le sujet qui est Y et un mail avec le sujet Z. On simplifie, hein. Ici, je vais donc pouvoir, pareil, aller rechercher mon sujet. Donc, vous voyez, mon sujet, je l'ai ici. Je mets la variable, hein, parce que la variable peut changer en permanence, hein, vous le savez. Ici, je mets donc, si la variable est égale à X, je mets ça. Pareil, je copie-colle. Si la variable est égale à Y, je fais quelque chose. Si la variable, je recopie-colle, est égale à Z, je fais quelque chose. Et là, en fait, vous allez voir, de ça, je vais avoir 3 différents workflows qui vont passer. Ça peut être notamment super intéressant dans des cas où, par exemple, voilà, j'ai mis il n'y a pas longtemps une automatisation sur Slack à quelqu'un. En fait, il avait un workflow lui-même sur Slack déjà, où en fait, à chaque fois, les gens pouvaient lui demander de créer un badge, de changer l'attribution du badge ou alors déclarer que le badge était perdu ou volé. Ça faisait qu'en fait, il y avait 3 possibilités et en fait, les actions derrière n'étaient pas les mêmes si c'était une création, un changement d'attribution ou une perte. Ce qui faisait qu'en fait, j'ai juste moi mis juste avant un modèle ChatGPT à qui je lui disais, ben voilà un peu tout le message qu'on a reçu. Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une perte? Ou alors est-ce que c'est un changement? Et grâce à ça, en fait, ensuite, il me sortait uniquement les 3 mots, ou c'était création, ou c'était changement, ou c'était perte. Et en fonction de ça, je crée les workflows derrière. En fait, ça sert à ça les switches. Ça sert à structurer ensuite vos workflows selon les différentes possibilités et les différentes éventualités. Voilà, donc là, par exemple, voilà, je pourrais vous donner un exemple où je mettrais un GPT devant qui, en gros, me dit est-ce que le mail c'est X, Y ou Z et si le mail est X, Y ou Z, bah là, on l'envoie. Typiquement, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple si les mails, à chaque fois, je sais que je reçois des mails de clients ou des newsletters ou des mails internes, à chaque fois, je mets un chat GPT avant et je lui dis est-ce que le mail c'est un mail client, est-ce que c'est un mail newsletter ou est-ce que c'est un mail interne. Là, voilà, on va faire l'exemple. Comme ça, moi, je vous montre aussi comment intégrer ChatGPT. Vous voyez, à chaque fois dans les workflows, je peux aussi ajouter entre les choses différents points. Et donc là, typiquement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher OpenAI. On va aller message modèle. On va aller interroger un modèle. Ici, le modèle, pareil, j'ai bien ma clé API qui est connectée. Pareil, si là, ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous fasse une vidéo sur comment connecter votre clé API à ChatGPT, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui est très simple, en 2-3 minutes, c'est fait. Ici, dans les modèles, je vais pouvoir aller choisir, en fait, c'est quel modèle que je veux utiliser. Donc là, je sais pas, on pourrait aller chercher le modèle, le GPT-5. Donc, il y a des modèles qui vont être plus chers, mais qui vont être aussi pertinents. Là, en vrai, de base, j'aurais, je pense, pris le 4 mini ou quelque chose voilà, qui consomme pas beaucoup de tokens. Donc, les tokens, c'est juste, en fait, selon la complexité du modèle, en fait, vous allez utiliser plus ou moins de crédits. Et donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Et aussi, par rapport, plus à la longueur de votre prompt ou de vos informations, vous allez en fait utiliser plus ou moins de crédits, ce qu'on appelle des tokens. Ici donc, je vais pouvoir aussi rédiger un prompt. Et moi, dans la plupart des cas, quand je rédige des prompts, je vais me servir de ChatGPT directement. Parce que qui de mieux que ChatGPT pour parler à ChatGPT? Là, en fait, c'est super important parce que vous allez vraiment devoir structurer le workflow. Ici, c'est pour ça que dans la plupart des cas, je vais aller directement sur ChatGPT et je ne vais pas m'embêter à utiliser ChatGPT, à lui écrire les choses, je vais en fait lui faire juste un vocal. Ici, je l'autorise. On va créer une automatisation sur N8N. À chaque fois que je reçois un mail, je veux qu'il y ait 3 catégories qui se créent en fonction du message. Le message, je veux que tu mettes une balise, tu mettras une balise avec X entre guillemets. Et à chaque fois, je veux donc qu'on crée. Soit c'est un partenaire, soit c'est un client, soit c'est une communication interne. À chaque fois, je veux que tu me crées donc le prompt je veux que tu me crées maintenant le prompt pour créer ce nœud sur N8N. Et l'output que je veux, c'est uniquement un JSON, un format JSON avec uniquement à chaque fois où on dit que c'est partenaire, client ou interne. Et ensuite, moi, je mettrai un switch qui me permettra de faire tout ça. Moi, j'ai pas été excellent sur mon prompt, mais on va faire comme ça. Il me semble que tout à l'heure, en plus, on a mis newsletter à la place de partenaire. Bon, c'est là pour vous montrer un exemple. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut reproduire ni rien. Donc, juste, je vais le changer. Et l'autre, ce que je veux, c'est uniquement avec c'est un newsletter.
client ou interne. Ici, vous allez voir, il va juste donc me créer ce prompt. Donc là, il est en train de réfléchir à comment optimiser tout ça. Là, il est en train de rédiger le prompt. Pourquoi les balises? Parce qu'en fait, je vais aussi, quand vous allez faire un prompt à ChatGPT, je peux pas toujours lui mettre un prompt. Par exemple, si je mets un prompt avec que du texte, c'est-à-dire que peu importe, il va toujours répondre pareil parce qu'il a aucune information en plus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va lui structurer quelque chose ou en fait, on va lui dire ce qu'il a à faire et ensuite les variables. Par exemple, si demain je fais une requête à ChatGPT et je lui dis réponds à un email, je vais pas lui envoyer réponds à un email. Je vais faire réponds à un email, deux points, et je vais lui mettre l'email en dessous. C'est exactement pareil avec une automne. Si vous mettez juste réponds à l'email, bah, s'il a pas l'email, il peut pas y répondre. Donc c'est pareil. On mettra réponds à l'email, deux points, et je lui mettrai l'email. Et donc là, on mettra une variable. Ici, vous voyez donc, il a bien créé le prompt. On va voir un peu ce qu'il fait, hein. Des fois c'est pas excellent. Donc nous, on va rester, non, on va lui mettre simplifie juste avec un prompt. Voilà, tu vois? Typiquement, c'est ça. Donc là, on va aller le mettre sur un UTN. Je vais aller le mettre. Donc là, il faut juste qu'on modifie, le texte de l'email. Donc dans l'email, il faut aussi qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on y met. Est-ce que dans l'email, on va y mettre, donc on va sortir ici, on va y mettre le sujet. On va y mettre le sujet. Retour à la ligne, on va lui mettre aussi le sniper, juste on va dire au début, hein, pour simplifier le truc. Le sniper, en fait, c'est juste une petite partie, de l'email, c'est pas tout l'email en entier. Et on va lui mettre aussi éventuellement de qui il a été envoyé. From, comme ça nous permet de mieux comprendre. Et donc là, on va le faire marcher. On le prend, on va pas être bon, c'est juste pour vous montrer la logique, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et là, en gros, lui, ce qui va nous sortir à chaque fois, c'est en output. Non, là, c'est pas bon. Vous voyez, il me sort pas exactement ce qu'il faut. Donc c'est bien. Moi, ça vous montre en direct ce qu'il faut. Je viens de ce format. Répond uniquement avec un JSON strict qui mentionne seulement newsletter, client ou interne. Ici, on va le retester. Vous voyez, c'est toujours pareil avec les modèles comme ça, il faut pas hésiter à les tester, à voir comment ils fonctionnent parce que c'est rare que du premier coup tout soit bon, il faut en fait itérer. Et aussi un point qui est important, c'est qu'en fait, ça peut marcher une fois, mais il faut que ça marche sur le long terme. Là, par exemple, là, vous voyez, c'est bien, on est bien sur la newsletter. Pareil, il va falloir que je le reteste plusieurs fois avec différents mails pour voir si ça marche dans tous les cas. Parce que oui, ça peut marcher dans 70% des cas, mais c'est pas l'objectif. Nous, il faut que ça marche dans 100% des cas. C'est pour ça que le prompt, il faut vraiment qu'il soit parfait et que vous guidez parfaitement aussi ChatGPT dans cette aventure. Ici, vous voyez, c'est parfait. On a bien le switch qui est derrière. Et donc là, à chaque fois, ce que je pourrais faire, c'est dans le switch, prendre le content. Donc là, le content, vous voyez, là, c'est plus le Gmail trigger. Nous, on va y mettre le content. Et donc là, on va lui mettre si content égale newsletter, tu fais ça. Si c'est interne, tu fais ça. Et si c'est client, tu fais ça. Ici, donc, le node va s'exécuter. Et donc, ici, il y a un problème, c'est pas newsletter. Ah oui, il m'a mis newsletter avec ça autour. Bon, c'est pas très grave. On va lui mettre, vous voyez ça typiquement, ça il faudrait que je lui dise de l'enlever parce que ça va pas bien fonctionner sur le long terme. Et donc là, vous voyez, j'ai bien newsletter ou l'item par là. Donc si c'est newsletter, je pourrais en faire ce que je veux, je sais pas, la stocker. Et ensuite, en fin de journée, il y a tout qui est récapitulé, etc. Donc voilà, vous avez compris un peu comment créer vos automes. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez simple et qui peut vraiment avoir de la value assez rapidement. Pareil, là, ça pourrait être tout simplement juste cet email, je le prendrai, je prends l'email et je lui dis, ben là, au lieu de mettre ça dans le prompt, je lui mets, ben tu me réponds, tu me fais un brouillon de comment, enfin, une réponse à cet email. Pareil, ça pourrait être aussi intéressant. Ça vous voir après ce que vous voulez faire dans l'automne. Je vais vous montrer des exemples juste après. Un autre point aussi dont je vous ai parlé, c'est des agents IA, où ça peut être aussi quelque chose qui est très pertinent. Pareil, on pourrait mettre un Gmail, on pourrait en fait mettre un agent qui gère tous mes emails. Pareil, donc là, vous l'avez compris, hein, le trigger, je vais pas vous en reparler. On a le trigger qui est ça, sauf qu'ici, du coup, derrière, vous mettez ce qu'on appelle un agent. Un agent, il y a toujours 3 choses qu'il faut connaître. Il y a premièrement la partie chat model. Donc là, c'est notamment quelle est l'IA sur lequel vous allez l'alimenter. Un agent peut être un agent alimenté par Claude, ça peut être par Copilot, ça peut être par OpenAI, etc. Donc là, par exemple, nous, on va mettre OpenAI puisqu'on sait qu'on a déjà la clé API qui est à l'intérieur. Ici, un agent IA, donc il a sa partie modèle, il a aussi la partie mémoire qui est très importante. La mémoire, en fait, c'est juste pour qu'il stocke les informations. Et typiquement, si je vous fais une requête demain et je lui dis, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça? Deux points, il me répond. Si ensuite je repose une question et si on modifiait ça, bah en fait, il va même pas savoir s'il y a au-dessus, s'il a pas de mémoire. Donc là, en fait, ça lui permet juste de garder tout le fil de la conversation entre ses mains.
Ici, vous voyez par exemple, la fenêtre qu'on a mis, c'est une fenêtre de 5, c'est-à-dire que les 5 précédents messages, il les a toujours en tête, ce qui lui permet d'avoir quand même beaucoup plus de contexte pour répondre de la manière la plus performante possible. Et là où vraiment l'agent fait la différence, en fait, c'est qu'un agent, contrairement à une automatisation, il va être libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va réfléchir, en fait, à ce qu'il doit faire pour avoir le meilleur output possible. Donc, par exemple, sur les mails, si mon agent, je lui dis, tu dois classifier mes mails. S'il y a besoin d'une réponse, tu vas y répondre toi directement. Si dans le cas où il y a besoin d'une réponse, tu me le mets aussi sur Notion et tu mets une to-do pour aller checker si la réponse me va ou pas. Tout ça, en fait, il va pouvoir le faire lui indépendamment. C'est pour ça qu'il va falloir lui donner les accès à tous les tools. Par exemple, là, dans le cas que j'ai dit, j'ai parlé de Notion. Donc, Notion, je vais lui donner les accès. Idem, je vais lui donner les accès à Gmail parce qu'il faut aussi qu'il puisse donc rédiger les brouillons et donc il peut aussi aller consulter les précédentes conversations avec mon client. Ça peut être aussi mon calendar où donc si c'est notamment un client qui me demande quand tu es disponible, au moins il a aussi accès à mon calendar. Vous voyez, tout ça, c'est énormément de valeurs sur lesquelles il va pouvoir les piocher. Donc à chaque fois que je vais l'exécuter, en fait, il va aller checker dans tout ça et voir où il a besoin de piocher pour du coup faire l'exécution que je lui demande. Ici, quand vous allez notamment utiliser, vous allez pouvoir donc ou le faire comme ça, ou aussi directement lui dire exactement ce que vous voulez qu'il fasse avec un prompt. Pareil, vous allez utiliser ChatGPT, vous allez dire à ChatGPT, voilà, je veux créer un agent IA qui fait ça, 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 ça. Il va vous faire un détail, vous voyez si ça marche, ça marche pas. Vous ajustez, vous itérez, et au bout d'un moment, dès que vous avez un truc qui marche très bien, là, vous pouvez le mettre en production et donc le mettre de manière active. Voilà un peu comment fonctionne un peu l'agent IA. Je vous montrerai ensuite rapidement un agent aussi sur la création de contenu, comment ça fonctionne. Mais au moins, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, j'ai mon email qui se lance. L'agent IA qui va venir checker. Il va donc utiliser le modèle ChatGPT pour réfléchir à chaque fois. Et souvent, vous allez voir, si vous le mettez en place, hein, là, le problème, c'est que j'ai trop de pages à connecter, que c'est des pages que j'ai pas connectées encore pour l'instant. Mais juste, est-ce que là, le calendar est connecté? Ouais, il faut que je connecte même le calendar, etc. Donc, je vais pas le faire maintenant, ça va être un peu trop long. Mais vous comprenez l'histoire. En fait, à chaque fois, il va pouvoir aller consulter plein les différentes pages. Et souvent, c'est drôle parce que vous voyez l'agent qui vient ici, donc il prend le modèle, il va chercher une info ici, il revient, il va ici, il revient. Ensuite, il voit que sur peut-être le calendar, il y a une autre chose, il revient sur calendar. Et en fait, vous voyez un peu comme un humain réfléchirait. C'est en fait un humain qui vous donne accès à plein de choses et lui, il va aller piocher dans ces choses pour juste exécuter ce que vous souhaitez qu'il fasse. Donc voilà, et ensuite, à chaque fois, dès qu'un workflow est prêt, il vous suffit ici de mettre save et ici de le passer en actif. Bon, là, c'est pas possible parce qu'il y a des problèmes dans mon workflow, il faut que le workflow marche, mais ici, une fois que c'est actif, là, c'est lancé. Le prochain email que vous recevrez, automatiquement, ça fera ça. Maintenant, donc, je vais vous montrer juste rapidement quelques autos, même plutôt simples, pour vous montrer qu'en fait, on peut commencer avec presque rien et ça a déjà une valeur qui est assez folle. Donc là, le premier automne, c'est une automne assez simple, c'est qu'en fait, tous les dimanches, nous avec avec Stratia, on a toute une suite pardon de CRM qui nous regroupe en fait tous les clients qu'on a. Donc par exemple dans un CRM, on va avoir tous nos clients et aussi quand sont les prochaines actions avec ces clients, que ce soit de les relancer, un appel, un livrable qu'on doit leur donner. Et en fait, ça nous donne à chaque fois du coup une prochaine action. Et par rapport à cette prochaine action, moi en fait, je voulais que ça me crée une tâche dans ma to-do. Je sais comme ça, ce jour-là, je dois faire ça. Par exemple, si c'est une relance, je sais que je dois faire la relance ce jour-là. C'est pour ça que nous, on a mis en place donc une automne où on a un trigger qui se déclenche tous les dimanches à 8h du matin. Une fois qu'il se déclenche, il va donc chercher dans Notion. En gros, je vais pas vous faire tout le truc, ça va être trop long. Mais en gros, il va chercher dans Notion toutes les personnes qui ont une prochaine action qui est la semaine prochaine. Donc en fait, toutes les personnes le dimanche qui sont du lundi au dimanche prochain, toutes les personnes à qui on a mis une date de prochaine action qui est dans cette période-là. Et ce qu'on lui dit ensuite, c'est qu'en fait, là du coup, c'est pour moi, c'est ma to-do personnelle. Du coup, il faut que le responsable soit moi et pas un de mes associés. Et ensuite, du coup, il va me créer une database page parce que moi aussi, ma to-do, elle est sur Notion. En gros, imaginez votre to-do comme un énorme tableau et en fait, il va juste m'ajouter des nouvelles lignes en bas du tableau pour me dire, tiens, il faut contacter X personnes, tu as un appel avec X parce que aussi, ce que je fais qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, quand je renomme la tâche dans ma to-do, pour la tâche, je mets donc le nom de la prochaine action que j'ai dans le CRM et aussi le nom, le prénom de la personne et qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, quoi. Et ensuite, du coup, la priorité, je la mets aussi élevée, mais là, ça fonctionne pas puisque c'est parce que j'ai pas lancé le trigger avant. Voilà, ça c'est une première automatisation qui est plutôt simple, ça va vous montrer, mais ça a aussi un temps qui est considérable gagné parce que là, souvent je pouvais y perdre entre peut-être 30 et 40 minutes tous les dimanches à faire ça. Là au moins c'est fait de manière automatique et donc j'y passe 0 secondes. Quand je dis 0, c'est vraiment 0. Ensuite, bon, je voulais vous faire une petite surprise aussi comme vous êtes resté dans cette vidéo, c'est aussi vous présenter peut-être l'automne qu'on a et qui a le plus de valeur, qu'on vend à nos clients. Donc c'est une valeur qui est assez folle, qui est partagée, mais c'est aussi pour vous remercier d'être aussi longtemps dans la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter. Je pense que ça a de la valeur et ça me motive à me dire qu'il y a de la valeur dans ça et que c'est ce type de contenu qui vous plaît. Donc ici, voilà, typiquement, c'est une automne de classification d'email qui est une automne qui se vend
sans forcément exagérer, des milliers d'euros et en plus avec de la maintenance derrière, puisque c'est une automne qui a vraiment énormément de valeur. Il faut savoir qu'un Français en moyenne, il passe 1 à 2 heures sur, sur ses emails par jour, donc c'est juste énorme, ses emails professionnels. Et donc ici, c'est une automne qui est plutôt simple en fait. Voilà, j'ai un trigger, un email, dès que je reçois donc un email, l'email est donc enfin le trigger pardon, c'est un Gmail. Ensuite, du coup, j'ai mon premier if. L'if, c'est si le sujet est égal à récapitulatif de la journée, tu le touches pas, tu le laisses dans l'inbox. Pourquoi? Vous le verrez ensuite, récapitulatif de la journée, c'est aussi une automne que je mets en place tous les fins de jour qui va en fait me récapituler tous les emails pas importants. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'il y touche parce que eux pour les coups je veux vraiment les lire. Ensuite je lui dis que si le sujet contient l'em-warm-up ou un item perso, c'est des notifs qu'on reçoit souvent et qu'on a, mais là au moins tu t'en parles pas, tu les marques comme lus et en plus tu les supprimes. Dans le cas par contre où c'est pas du warm-up ou d'un item perso, là par contre du coup tu vas aller chercher l'email, tu vas le désimplifier, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Tu vas te poser la question, est-ce que l'email a été envoyé de ma part? Donc, c'est mes deux adresses email sur lesquelles des fois je peux envoyer des emails. Si oui, alors on n'y touche pas. Si non, alors là, on va aller sur un premier if. Sur cet if-là, on va se poser la question, est-ce que l'email est envoyé à Johan ou est-ce que l'email est juste envoyé à quelqu'un d'autre et moi je suis en CC. Donc c'est pour ça, vous voyez bien, hein, ici j'ai mis contenir, puisque souvent en fait si vous mettez égal à, ben, ça ne marchera pas, puisque souvent c'est par exemple Johan, c'est Johan Ibert espace avec deux tirets et du style johan@stratia.fr, alors que moi je veux que ce soit juste qu'il y ait johan@stratia à l'intérieur. Donc c'est pour ça que contenir est tout à fait intéressant ici. Donc ici je me pose la question, est-ce que ça contient Johan, est-ce que c'est envoyé à Johan? Dans le cas où c'est envoyé à Johan, ici j'ai un GPT à qui je vais donc dire, en fait c'est un assistant email professionnel pour un dirigeant. Tu dois dire si une réponse est nécessaire à l'email reçu en te basant uniquement sur son contenu et son objet. Tu ne dois jamais répondre oui si la demande est ancienne, si l'email est générique ou s'il ne nécessite pas d'action concrète. Voici le contenu de l'email, l'objet. Réponds uniquement par oui s'il y a besoin d'une réponse, non s'il n'y a pas besoin de réponse. Et là, en gros, c'est uniquement l'output qui sort, c'est oui ou non. Exactement pareil dans le cas où je suis en CC. Je explique comme quoi je suis en CC. Est-ce que tu penses que Johan ou Hubert a à apporter une réponse ou a une action spécifique à faire? J'explique aussi ici que si une décision est nécessaire au niveau de Stratia, aussi tu le mentionnes et tu mets oui du coup parce que ça veut dire que j'ai sûrement besoin de voir l'email. Ce qui me permet du coup ici ensuite de mettre un switch. Vous savez maintenant ça sert à quoi un switch. Si c'est oui, on envoie l'email, on n'y touche pas, il reste dans l'inbox. Par contre, dans le cas où c'est non, là on va aller faire autre chose. Dans le cas où c'est non, je vais donc enlever le label de inbox. Ça me permet en fait de sortir l'email de ma boîte email de base, parce que c'est souvent dans inbox où vous êtes. Et en fait, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller le classifier. Je mets un node GPT où en gros, là, je lui dis, en gros, moi, j'ai tout ça comme différentes catégories. J'ai client, newsletter, Nuta, partenaire, légal, invitation, autre. Et tu dois me dire uniquement le nom exact du label appliqué. Pour toi, est-ce que c'est une newsletter, c'est un client, et ce qui me permet en fait de le classifier derrière. Pareil, si vous avez une dizaine de clients, vous pouvez mettre tous les noms de vos clients et dès que c'est une communication qui est avec quelqu'un de votre entreprise, enfin de votre, pardon, de l'entreprise que vous accompagnez, par exemple, je sais rien, tous les jours vous accompagnez Apple, dès que c'est Apple qui écrit, ben là vous le mettez dans la catégorie Apple. Ça peut être aussi comme ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et ensuite, donc je mets le switch classique, hein, vous l'avez compris, les switches ça sert à quoi? Je lui donne donc le message content qu'il y a juste avant, ici l'OpenAI, et ici donc je lui donne tous les noms qu'il peut mettre à l'intérieur, et ensuite du coup j'ajoute à l'intérieur les labels que j'ai déjà créés dans mon Gmail, ce qui me permet du coup de les classifier automatiquement. Là, vous pouvez me dire, oui, t'es bien sympa, mais souvent, ces emails-là, du coup, je les verrai jamais. S'il faut un important, il peut faire une erreur. C'est pour ça qu'il y a une automne aussi qui est juste derrière. C'est en fait tous les jours à 20 h. J'ai une automne qui se lance. En fait, je vais aller récupérer tous les emails qui ont été que je n'ai pas lu aujourd'hui. Je vais tous aller les checker. Ici, j'utilise un code. C'est là où je vous disais que des fois, il peut y avoir du code, mais c'est très simple. C'est du code ChatGPT juste pour aller formaliser, en gros, toutes mes réponses. Et une fois que je formalise ces réponses, j'ai donc un autre ChatGPT ici où, en gros, je lui dis, en gros, c'est un assistant. Et ce que tu dois faire, c'est que tu vas me récapituler mes emails, ligne par ligne. Donc là, voilà, j'ai aussi fait pas mal d'itérations parce qu'au début, ça m'allait pas, etc. Donc là, au moins, j'ai le format et tout qui me plaît. Et pour moi, c'est pertinent, mais ça pourra être peut-être différent pour vous aussi. Et ensuite, du coup, une fois qu'il fait ça, ici, je change la mise en forme avec aussi du code. Pareil, vous demandez à ChatGPT, vous comprendrez très bien. Et ensuite, j'envoie cet email directement à moi-même. Donc, c'est pour ça que je l'appelle récapitulatif de la journée. Et c'est pour ça qu'au début, je veux pas qu'il me traite ces emails-là. Au contraire, j'en ai besoin.
Et ensuite, du coup, un autre point aussi que je mets ensuite, c'est aller supprimer ces emails parce que bien sûr, enfin, ces emails-là, le but, c'est de pas les supprimer, pardon, les marquer en non lus. Et donc, c'est pour ça qu'à 20h02, vous voyez ici, 20h02, je lance, pareil, je vais récupérer tous les emails qui sont non lus. Je mets un if, celui qui est récapitulatif de la journée, on n'y touche pas, bien sûr, parce que si je le marque comme lu, en fait, je pourrais jamais le consulter. Enfin, ou alors il faudrait que j'aille le chercher. Et là, juste, donc, dans mon Gmail account 2, je sais que je le marque comme lu. Et enfin, ça veut dire qu'en fait, tous ces emails-là, je les marque, pardon, comme lu. Ça, en fait, ça me permet uniquement d'avoir dans mon inbox toujours uniquement les mails que je dois consulter et les autres, si je sais que je dois aller voir, par exemple, je vais voir dans cet email récapitulatif de la journée et je vois qu'il y a une personne qui a envoyé ça à X, ça m'intéresse d'aller le consulter, mais je peux aller le consulter parce que je sais exactement où il est rangé grâce à l'automne qui est juste au-dessus. Voilà, pour moi, donc ça, c'était vraiment une vraie valeur et c'est juste pour vous remercier de rester aussi longtemps dans la vidéo et pour finir, comme je vous disais, le content creator. Là aussi, c'est quand même vraiment puissant. Là, en fait, c'est voilà, c'est un créateur de contenu qui va vous permettre de créer à la fois un post sur LinkedIn, sur Twitter et un post blog en ayant, par exemple, cherché l'information sur Internet. Donc là, en fait, c'est simple, hein. C'est un sheet, vous voyez, qui est donc le trigger. Un sheet, donc pareil, hein, c'est une connexion comme Gmail. Toutes les minutes, il se lance et donc là, en fait, il va aller dans le document Content Creation, c'est un document que j'écris que je vais vous montrer juste après, sheet 1, et après, dès qu'il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée, eh ben, tu check. Ici, vous voyez, le tableau, il est plutôt simple. Ici, vous voyez, donc j'en ai un par exemple, donc campagne IA, content subject ChatGPT, entrepreneur, fan d'IA, la target audience. Je vois, il y a 3 infos. C'est quoi la campagne, le nom de la campagne, le content subject, c'est quoi le sujet que je veux aborder et pour qui est ce sujet. Ici, vous voyez, donc à chaque fois, dès qu'il y a une ligne qui va être ajoutée ici, ensuite, on va lancer tout ça. Donc là, je ne vais pas tout vous présenter, ça va être trop long et je vais sûrement vous perdre en plus, un peu complexe, mais vous pourrez en tout cas le dupliquer. Mais pour faire simple, donc une limite, c'est juste toujours le dernier item que tu vas prendre parce qu'en fait, ici, souvent dans le content creation, ils vont en fait s'empiler parce que je vais pouvoir créer plusieurs contenus. Donc, il prend toujours la dernière ligne. Ici, c'est juste pour aller modéliser un peu toutes les lignes que j'ai mis ici. Ici, il va faire une requête sur un lien que je vais donner, mais ça, je vous inviterai, voilà, je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse tout le code, comme ça, vous pourrez aussi le dupliquer. Et si vous voulez en interne, je pourrais aussi vous le mettre en place. Ici, donc, je split out, donc les résultats, juste, je les sépare. Ensuite, je les refais converger pour avoir le format qui me convient. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai ici mon agent LinkedIn qui va, par exemple, avoir ici un prompt qui lui est particulier par rapport aussi à toutes les bonnes pratiques LinkedIn, etc., qui est aussi modifiable. Là, pour être tout à fait honnête, je m'en sers plus de cet agent de création de contenu, j'en ai encore plus performant, mais typiquement, ça peut être déjà très, très, très pertinent. Donc là, je lui dis à chaque fois, donc voilà, je donne le contenu de l'article, l'audience, et du coup, lui, en fait, automatiquement, il retravaille avec du coup, ce que je lui demande. Pareil pour X, pareil pour le blog, etc. Et ensuite, du coup, ça me remet en place ma campagne, ça me la re-update, ça me la remet à jour avec, du coup, toutes les bonnes informations. Ici, vous voyez, je vous fais l'exemple rapidement. Ici, donc ça va chercher sur LinkedIn. Donc là, il fait travailler le modèle. Ici, vous voyez, la mémoire, les tools, ça sert à rien. Je pourrais mettre un tool si c'était intéressant, genre une page Notion, etc. S'il veut aller consulter, mais je sais pas, des articles récents que j'ai pu faire ou qu'est-ce qu'on fait au sein de Stratia, c'est possible, mais c'est notamment ce que j'ai sur le nouveau. Mais là, dans ce cas-là, c'était pas forcément très intéressant. Donc voilà, ici, vous voyez, Content Creation. Et donc, j'ai bien toutes mes lignes qui sont mises à jour. Voilà, donc là, c'est fait par exemple sur la récente sortie de ChatGPT 5. Après, voilà, c'est à vous de le modifier. Vous pouvez le modifier par le blog. Je pourrais dire, je veux que tu écrives beaucoup plus. Je veux que tu écrives à chaque fois au moins, je sais rien, moi, 300 mots, 400 mots, 500 mots, 800 mots. Et pareil, donc vous voyez, c'est à chaque fois quand même des formats qui sont propres. LinkedIn, c'est un format qui est propre à LinkedIn ici. Blog, c'est souvent des blocs aussi. Et X, c'est souvent beaucoup plus court. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est quand même super bien fait par rapport à cette partie-là. Voilà un petit peu du coup sur la partie Annuiten, j'ai voulu faire le plus vite possible, mais quand même faire quelque chose de concret pour que là, dès maintenant, vous pouvez mettre en place vos premières automes. Je pense que maintenant, c'est possible. Donc, pour faire une petite conclusion sur les limites et surtout les pièges à éviter, pour moi, sur la courbe d'apprentissage, si vous venez de Zapier ou Make, vous allez souvent trouver peut-être un item un peu plus technique au début. Mais au final, c'est vraiment ce qui fait sa force. C'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ça aussi vous permet de structurer les workflows vraiment différemment. Parce que si vous êtes mal organisé, vos workflows ils peuvent vite devenir invisibles. Vous avez vu, par exemple, dans le workflow de création de contenu, c'est quand même très bien organisé, ce qui me permet de me repérer directement. Si ça part dans tous les sens, il y en a un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici, un qui est ici, c'est quand même beaucoup moins lisible. C'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir un workflow qui va être beaucoup plus optimisé et quelque chose qui va être lisible et que n'importe qui peut comprendre. Un point qui est aussi important, c'est qu'il faut prendre le temps de documenter. Moi, toutes mes automes sont documentés, je sais exactement pourquoi j'ai mis chaque point, et si un jour il y a une modif à faire, je pourrais me retrouver sur ma documentation, et donc en quelques secondes, faire la modification. Un point important aussi, nommer clairement vos nœuds, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais souvent dans les nœuds, vous allez pouvoir aussi modifier ce que vous voulez mettre à l'intérieur, donc ici juste ça charge, mais ici voilà, par exemple, ici je peux aller renommer le lien, et là au lieu par exemple je mets déclencheur contenu.
Et donc ici, au moins, je le renomme et au moins je me perds pas. Ça aussi, je vous invite vraiment à le faire. Et pour finir aussi, donc si vous voulez héberger, n8n, donc si vous voulez l'auto-héberger, prévoyez un minimum de compétences techniques. Ne vous embêtez pas à le faire au début peut-être, je pense pas que c'est essentiel. Ou faites-vous accompagner par une entreprise. Ou aussi potentiellement aller sur un hébergeur géré, je sais qu'il y a Hostinger et cetera qui le font, ça peut être aussi intéressant d'aller sur Hostinger pour être en illimité et eux aussi proposent donc d'héberger en local sur des sites n8n et donc ça sera ensuite pour vous. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Pour conclure donc, en 2025, ne pas savoir utiliser un UTN, c'est passer à côté d'un avantage compétitif énorme. Il y a énormément de choses à faire et énormément de valeur à créer. C'est l'outil qui va vous permettre d'automatiser vos tâches, de créer vos prompts agents IA et de libérer des heures chaque semaine. Je vous recommande vraiment donc de le tester. Si vous voulez aller plus loin, je partagerai aussi prochainement d'autres vidéos pour montrer des cas d'usage avancés, des tutoriels étape par étape. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si c'est des vidéos qui vous intéressent, parce qu'en fait, sinon c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Et donc, je vais peut-être partir sur d'autres types de contenus. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter aussi. Mais si vous voulez que il y a des points spécifiques que vous voulez qu'on aborde, et je pourrais faire des vidéos à ce sujet-là. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à vous montrer actif sur cette partie-là. Moi aussi, ça me motive à faire encore plus de vidéos et à essayer de créer le plus de valeur possible, à vous le partager pour vous aussi commencer peut-être à lancer ce type de business ou même le mettre en place dans votre structure actuelle. Donc vraiment, n'hésitez pas et ça sera avec plaisir en tout cas d'échanger par rapport à tous ces sujets-là. Donc je vous dis à très vite et j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Allez, tchuss!